Bonjour. Bonjour. Depuis quand est occupé le site de Montauban? Le site de Montauban est un site très ancien puisqu'il remonte à la période proto-historique. On entend par période proto-historique par rapport à la période préhistorique. La préhistoire donne l'histoire de l'homme en absence d'écriture et utilisant comme matériau principal pour ces outils la pierre. Donc en gros, la préhistoire se termine avec le néolithique. La protohistoire commence avec la découverte des métaux, principalement au début le cuivre. Le cuivre va très vite donner le bronze, parce qu'il a de meilleures qualités pour donner de meilleurs outils. Et apparaît vers moins 800 le premier âge du fer qui correspond à la période hallstattienne et le deuxième âge du fer qui correspond ici à notre fortification, c'est-à-dire la période de l'Athènes. La période hallstattienne par rapport à la période de l'Athènes diffère. Hallstatt est une ville d'Autriche où on a découvert une culture très originale que l'on a appelée hallstattienne, et l'Athènes, qui est un village au bord du lac de Neuchâtel en Suisse, qui a elle aussi donné son nom à une période de l'histoire et à un type de population. Alors cette population de l'Athènes, par rapport à l'hallstattienne, je veux dire, on est aux premiers âges du fer, donc elle ne diffère pas énormément, si ce n'est par la céramique. Et la céramique, on la trouve où? Dans les tombes. Donc, le partage entre le premier âge du fer et le deuxième âge du fer est très mince finalement. Il s'agit simplement de la différence entre céramiques. Parce que les armes étaient, elles, pratiquement les mêmes. On utilisait encore à l'époque des flèches et des flèches pratiquement en pierre, comme à l'époque du néolithique. On utilise encore souvent des haches en bronze, voire en pierre. Et la grande nouveauté de l'âge de pierre, et déjà de l'âge de bronze par rapport aux périodes précédentes, c'est que le métal permettait de construire, de fabriquer des lames très longues, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la pierre. Donc l'épée est née avec l'âge du bronze et s'est perfectionnée avec l'âge du fer. L'avantage d'une épée en fer par rapport à l'âge du bronze, c'est son poids. Elle peut être plus longue, plus légère et donc plus maniable, les armes en bronze étant très lourdes. Donc là, on peut dire que notre forteresse date du deuxième âge du fer, c'est-à-dire de la période de l'Athènes. Et probablement de l'Athènes, je veux dire dans sa période moyenne, puisqu'on a l'Athènes ancienne, moyenne et l'Athènes récente. Je pense qu'il y a trois parties principales. L'Athènes récente étant elle-même subdivisée en plusieurs parties, mais là c'est beaucoup trop compliqué pour entrer dans les détails ici. Mais en fait, c'est cette période-là qui nous intéresse. Et on voit qu'à la période de l'Athènes, les anciens ont entouré tout un éperon avec comment appeler ça, un bourrelet de défense, composé essentiellement de grosses pierres. C'était du tout venant, de l'argile, de la pierre, mais le tout renforcé par un système de radiers de poutres. En fait, des poutres étaient posées un peu croisées, un peu, je ne vais pas dire n'importe comment, mais surtout croisées. On a d'ailleurs retrouvé dedans de grands coups de chaîne pour les maintenir. Ces poutres de chêne entrecroisées formaient une structure qu'on remplissait ensuite de terre et de pierre. Et donc, la structure de terre et de pierre était maintenue ensemble par le radier de poutre.
ce qui la rendait beaucoup plus souple et plus solide, bien sûr. Ça, c'est pour notre première période. Une seule entrée se trouvait dans cette forteresse, une entrée qui se trouvait à l'est, vers le nord-est, et rentrant vers la droite. Donc, le flanc habituel où l'attaquant, finalement, présente son flanc droit non protégé par le bouclier. Donc, on voit qu'une entrée par la droite avait un certain avantage stratégique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit que la ceinture protohistorique entoure tous les éperons et aussi bien les sources, ce qui était très important. La période romaine va un peu, et la période moyenâgeuse après encore, va encore modifier le terrain. Donc voilà en gros pour ce qui caractérisait la période celte, c'est-à-dire une enceinte continue entourant les sources avec une seule entrée vers la droite. Voilà pour la première période d'occupation du site. Quelles sont les occupations successives à la fortification? Alors, suite à l'occupation proto-historique, et probablement dans la lancée, on a probablement eu très peu d'abandon de la fortification entre la période proto-historique et romaine. On comprendra aisément pourquoi, puisque les Romains sont venus ici avant tout pour conquérir le pays et donc en prendre des fortifications, les réutiliser souvent contre les Germains par la suite, pour faire une zone de défense ici, une seconde ligne de défense entre Rome, la Gaule romaine et la Germanie finalement. Et on voit que les Romains ont amélioré la fortification puisqu'ils ont changé l'entrée principale de place, puisque maintenant elle se trouve dans le mur de front vers le plateau. Donc finalement, stratégiquement, on voit que c'est une moins bonne défense, mais le génie militaire romain compense par l'ajout de 2 tours, avec une passerelle reliant les 2 tours, ce qui fortifie très nettement l'entrée de la forteresse. Les Romains vont aussi diviser la forteresse en 2 grandes parties. La première grande partie qui accueille finalement les 2 entrées, l'ancienne entrée gauloise et l'entrée romaine, et au fond, les Romains vont y construire un grand mur, comme on l'a vu sur le film précédemment, un grand mur qui forme finalement, après ce grand mur, un dernier refuge beaucoup plus exigu et qui donne directement, à ce moment-là on a détourné l'ancien bourrelet de terre gauloise, on a détourné le bourrelet afin d'y construire des défenses beaucoup plus développées avec des murs et des tours. Les Romains ont donc amélioré finalement la forteresse gauloise, disons proto-historique, sans finalement la changer. Ils ont simplement amélioré la défense. Mais on voit qu'ils ont malgré tout insisté sur la défense de la source. La troisième période, et pas la plus courte, commence avec la fin du Haut Empire romain, la chute de l'Empire romain, et on a de nouveau là, directement dans la continuité de l'Empire romain, à l'époque mérovingienne et carolingienne, une occupation au Haut Moyen-Âge. Là, son occupation au Haut Moyen-Âge, tout comme à la haute époque romaine, est à mettre en parallèle avec Château-Renaud, tout proche, qui suit finalement la même ligne du temps et les mêmes occupations et finalement les mêmes défenses, pratiquement. Le Haut Moyen-Âge est caractérisé là à Montauban par une légère fortification du mur romain, où on aurait ajouté à chaque extrémité une tour carrée, l'autre hexagonale. Il reste très peu de vestiges de ces 2 tours. Ici, le Haut Moyen-Âge est riche en histoire autour de Montauban, puisqu'on connaît l'histoire du duc Aymon et de ses 4 fils, qui
qui ont traversé, qui sont célèbres ici, qui ont traversé les légendes du pays de Smois jusqu'en pays de Meuse. Château Renaud, qui est aussi un des châteaux de légende du duc Aymon, et ce jusque Givet et Monthermé dans les Ardennes françaises. Et probablement qu'au haut Moyen-Âge, l'emplacement subit très très peu de modifications. En fait, on garde pratiquement les défenses romaines. C'est au Moyen-Âge, et là il faut arriver au XIIe siècle, que la forteresse subit sa dernière amélioration, finalement, les derniers travaux, qui consistent à, cette fois-ci, véritablement isoler le dernier refuge renforcé par les Romains. On va le renforcer avec, premièrement, en construisant au bout de ce refuge une grosse tour rectangulaire au mur épais, très fortifié. Le mur romain en pierre est alors recouvert d'un ensemble de terre, lui donnant la forme finalement de l'ancien bourrelet de défense gauloise. Et entre ce mur romain formidablement renforcé et ce donjon, on voit qu'un troisième fossé s'est ajouté entre le mur romain et la tour. Donc on a un premier rempart fossoyé entre le plateau et le premier corticule, c'est-à-dire la première cour du site, un deuxième mur avec un fossé de l'époque romaine. On arrive au refuge, et là on a un donjon avec lui-même, ayant lui-même son propre fossé. Donc on voit qu'on a maintenant 3 lignes successives avant d'arriver au donjon. À ce moment-là, les défenses au niveau des sources étant déjà bien établies, on les a simplement retouchées en construisant une tour sur une ancienne tour romaine. On n'a pas touché vraiment. Par contre, on a rajouté en dessous du pied du donjon et vers les pentes raides, on a rajouté quelques demi-lunes de défense, ces demi-lunes étant constituées de levées de terre successives, certainement coiffées à l'origine de palissades, et qui renforcent le pied du donjon vers le sud. Voilà les différents stades du château tels qu'on peut encore les voir aujourd'hui. Quelles améliorations y a-t-il eu lors de chaque occupation? Bon, on en a déjà parlé finalement à travers les 2 questions précédentes. C'est-à-dire que, en gros, de cette immense forteresse celtique, très gourmande en hommes finalement pour sa défense, puisqu'on voit que le périmètre est très grand, on a besoin de beaucoup d'hommes. À l'époque romaine, la défense est améliorée dans le sens où si le front principal cède, tous les hommes contenus dans le corticule, c'est-à-dire dans la cour, ce qu'on appellerait la basse cour en fait, peuvent se diriger vers cette petite cour, on aurait le corticule et le corticula, c'est-à-dire ce petit refuge où les hommes peuvent encore se retrancher derrière cet énorme mur et sont plus nombreux à ce moment-là pour défendre un espace plus petit, ce qui n'est pas forcément désavantageux. Et comme on l'a vu tout de suite avec ce dernier donjon de la phase du Moyen-Âge, là, au Moyen-Âge, le donjon est le tout dernier refuge à l'intérieur même du site. C'est-à-dire que c'est une forteresse à l'intérieur même de la forteresse. Il a son propre mur de barrage, on appellera ça aujourd'hui le mur de chemise finalement, autour du donjon, et un deuxième fossé qui l'isole complètement du reste de la forteresse et du plateau. Donc on va toujours finalement, d'époque en époque, vers des surfaces de plus en plus réduites à défendre. Et cela pratiquement avec un nombre d'hommes
moindre. On a plus facile à défendre le site avec moins d'hommes, et ça c'est son amélioration. Parce qu'il est sûr qu'on n'a plus autant d'hommes au Moyen-Âge. Le propriétaire du château, ici, même s'il fait partie d'un complexe politique, puisque chaque château est une pièce sur un échiquier politique et stratégique, moins d'hommes avec des défenses améliorées permettent quand même de défendre la place, et plus facilement et plus confortablement. Voilà vers ce à quoi les défenses visaient, c'est-à-dire un plus grand confort pour le défenseur. Ce qui lui permet de tenir plus longtemps, et toujours ce souci, j'insiste bien à travers les différentes époques, on va parler de 4 époques principales. À travers ces 4 époques, le souci principal est quand même de maintenir les accès fermés et surtout de garder l'accès pour les défenseurs aux sources situées en contrebas du donjon. Chaque époque a sa façon finalement renforcer cette défense vitale pour les défenseurs, l'eau, qui jaillit du rocher d'une manière assez miraculeuse d'ailleurs. Voilà en gros ce que je pouvais dire pour le site de Montauban. Là je vous ai pris, c'est un peu moins dans l'histoire même, enfin, ça n'a pas vraiment de rapport avec le château en lui-même, mais je comptais, parce que c'est des objets que je collectionne avec une certaine passion, et c'est pour vous montrer un petit peu les objets qu'on peut rencontrer à l'époque, à la fin de la période préhistorique, c'est-à-dire finalement à la frontière entre le préhistorique et le proto-historique. Alors ici, je vous ai amené quelques outils de l'époque, principalement un outil. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle, c'est un très beau percuteur qui vient des Landes françaises. Je l'ai trouvé dans les Landes il y a 3 ans. Il est fait en granit des Pyrénées. Et en fait, ce percuteur, il sert à obtenir ce genre d'outil. Ici, c'est une lame, une pointe de flèche cassée qui a été retransformée en racloir. On voit que ça coupe. C'est très très coupant. Et ici, une pointe de flèche en jaspe, là aussi très coupant. Cette petite pointe de flèche, en gros, entre 4 et 6 000 ans quand même. Et on voit qu'elle est parfaitement conservée. Et ce genre d'outil est obtenu par le percuteur et la pierre dure qu'on va frapper pour tirer les lames et les éclats qui vont donner cette tranchoir. Ça, c'est pour la pierre taillée, parce que ceci reste de la pierre taillée. Ici, je vais vous montrer 2 autres outils que l'on utilisait encore certainement à l'époque gauloise, parce que ces outils ont été utilisés longtemps, sont restés en fonction longtemps. Ce sont les fameuses haches de pierre. Alors, ce ne sont pas des haches en pierre taillée, mais en pierre polie. On voit, elles sont polies et non pas taillées. C'est de la pierre très dure. Celle-ci, c'est du granit, un granit noir, et en réalité, il est bleu-vert foncé. Et ceci, c'est une diorite, pardon. C'est une pierre noire que l'on trouve en Égypte, au Soudan, et probablement dans les monts Tibesti, c'est-à-dire au sud de la Libye actuelle. En gros, on est à l'ouest de l'ancienne Égypte, où on rencontre ce type de pierre d'ailleurs. C'est une pierre très lourde, très solide, puisqu'on voit que le tranchant est toujours là. Celle-ci aussi. Ce sont des haches qui ont servi certainement sur plusieurs générations. Celle-ci est en très bel état. Elle vient d'un tombeau, celle-là. On voit qu'elle n'a pas souffert du désert, contrairement à celle-ci, qui a subi l'érosion des sables du désert. On voit qu'elle a un petit peu creusé, la surface est moins belle. Ici, elle vient d'une tombe. Donc la pierre est parfaitement conservée ici. Très très belle pierre. Contrairement à ce qu'on pense, certains historiens ont émis l'hypothèse dans les années 60-70, après avoir découvert ce qu'étaient vraiment les haches en pierre.
se sont dit, c'est à partir de ce moment-là que l'homme a pu commencer à défricher pour faire ses cultures. Ce qu'il n'avait pas réfléchi, c'est que c'est impossible de couper un arbre avec une hache en pierre. Parce que quand la hache en pierre, la pierre est suffisamment dure que pour casser le bois. Le problème n'est pas dans la nature de la pierre elle-même, mais plutôt dans son action sur l'arbre. Et l'action de l'arbre sur la pierre au moment du coup. C'est-à-dire que la pierre, en tapant sur l'arbre, va recevoir les vibrations de l'arbre. Elle va rentrer en résonance et éclater. C'est un phénomène physique. C'est impossible de couper un arbre avec une hache en pierre. Ces haches sont uniquement faites pour la chasse ou la guerre. Les travails du champ, parfois, on voit des énormes haches comme ça, qui sont utilisées parfois en herminette pour casser la terre. Donc elles peuvent servir de houe, de bêche, mais en aucun cas pour couper un arbre. Pour couper les arbres, et d'ailleurs on le sait aujourd'hui, les grandes déforestations ont commencé avec l'âge du bronze. À partir du moment où on a eu des métaux. Parce que le métal, même s'il est moins dur que la pierre, ne rentre pas en résonance. Et sa souplesse, même s'il rentre en résonance, lui permettra de tenir en un seul morceau. Ici, une pierre comme ça n'a aucune souplesse. Elle est très dure. La moindre résonance fait qu'elle éclate. C'est impossible de couper un arbre avec ça. Ces haches étaient uniquement faites que pour la chasse et la guerre. Elles sont faites que pour tuer. Elles ne sont pas faites pour abattre des arbres. Ça, les grands abattages et les grandes colonisations du sud du pays, puisqu'ici, le pays n'a pas été colonisé en gros avant l'âge du fer, on n'a pas de colonie ici, parce qu'on ne sait pas abattre les arbres. On n'a pas les outils pour avant l'âge du bronze. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Je vous en prie.